Aujourd'hui, Liège se targue d'être la capitale culturelle de la Belgique francophone. Elle veut être la ville où on s'amuse, où on débat, où on s'informe, où les choses de l'esprit sont les plus vivantes. Bien plus que Bruxelles, pourtant plus grande et dynamique. La création de l'opéra au début du XIXe siècle permet le vrai début de cette tradition et de cette vitalité. Au XVIIIe siècle, dans la ville bourgeoise que la cité est devenue, une vie culturelle commence modestement à imprimer sa marque. Un premier théâtre, en bois, est construit en 1718 par un battleur sur le quai d'Abatte. On y joue des farces, on y chante des opéras bouffes. Puis la folie des opéras venus d'Italie s'empare de la ville. En 1740, le premier théâtre en briques est achevé et on joue même un texte en wallon, Le Voyage à Chaudfontaine. Le petit peuple court danser sur des estrades en bois, tandis que les bourgeois vont écouter de la musique de chambre, dans les églises. La gourmandise de fête a saisi tous les échelons de la société liégeoise. On veut vivre. Puis vient le temps des passions politiques, envahissant naturellement le monde des spectacles. Alors les spectacles de moins en moins surveillés expriment de plus en plus souvent des questions sociales et les rêves d'émancipation des citoyens. Dis, ça fait pas un peu bizarre pour toi, politique et spectacle? Non, pas du tout. Tu sais, les gens veulent rire, mais veulent aussi qu'on les fasse rêver. Et peut-être réfléchir. Tant des révolutions, tant des conquêtes. Notre pays est intégré au royaume des Pays-Bas quand, en 1817, le nouveau souverain Guillaume fait à l'ancienne cité des princes-évêques le don d'un terrain où se trouvait jadis le couvent des Dominicains. Alors à l'abandon, à condition d'élever là un lieu de divertissement théâtral avec la possibilité d'utiliser les matériaux qui jonchent parmi les ruines. N'imaginons pas l'endroit où sera bâti le futur opéra tel qu'il est plus ou moins aujourd'hui, car la physionomie du quartier était alors radicalement différente. Le boulevard de la Sauvenière n'existait pas. Il s'allongeait alors en bras de la Meuse, coulant devant l'actuel opéra pour passer sous un pont, le pont d'Île, avant de fermer sa boucle, dessinant une île. Île qu'on distingue nettement sur ce plan de 1782. La place de la République française était alors la place aux chevaux, à l'époque en bord de Meuse. Et devant le bâtiment de la Société littéraire, achevé en 1779 et qu'on aperçoit ici. C'était alors un lieu de parade et de rencontre pour les riches cavaliers. En 1818, sur les plans de l'architecte Auguste Duquers, commencèrent les travaux de construction du théâtre qui va devenir l'opéra. C'est à l'arrivée un bâtiment de style néoclassique, avec des colonnes corinthiennes de marbre en façade, surmontant des arcades au rez-de-chaussée, apparence qu'il a conservée plus ou moins jusqu'à nous. Quant à la salle elle-même, c'est une salle à l'italienne, en fer à cheval, avec des loges ouvertes, comme la mode le voulait alors en France. Le théâtre est achevé et inauguré en novembre 1820. L'opéra, puisque le théâtre est devenu un opéra, a fêté récemment, en pleine pandémie de Covid, les 200 ans de sa naissance. Devenu propriété de la ville, le bâtiment est agrandi en 1861 et voit sa contenance monter à 1500 places. Pas mal pour l'époque. La place aménagée devant l'édifice prend officiellement l'appellation de place du théâtre. Le nouveau bâtiment accueille dès le début une troupe de comédiens permanents, offrant des spectacles concurrents pour les théâtres existants. Comme par exemple le théâtre du Gymnase, installé non loin place Saint-Lambert à partir de 1868. Aussi, vers la fin du siècle, sous le regard de la statue en bronze de Grétry, le lieu se spécialise dans les spectacles chantés, les opéras, représentés alors exclusivement en français. Oui, d'ailleurs, il faudra attendre longtemps, c'est-à-dire 1919,
pour qu'on voie présenter des spectacles en langue originale, italien ou allemand, nouveauté qui ne suscitera guère d'enthousiasme. 1919, période difficile d'adaptation du théâtre qui sort fatigué des 4 années d'occupation allemande pendant lesquelles il a servi d'écurie. Le lieu évolue dès lors et résolument vers l'opéra sérieux. Esprit classique qui fait apparaître au sortir des années folles en 1930 le fronton d'Oscar Bergmans montrant des grâces dévêtues, Minerve et Vénus dansant nues devant Apollon. Au même moment, une retouche de la façade fait disparaître l'éclat du revêtement blanc de l'origine, le bâtiment devenant alors grisâtre et d'aspect rébarbatif. Détail heureusement corrigé aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le théâtre souffre moins qu'au cours de la guerre précédente. Mais honte à l'occupant. La statue de Grétry est enlevée et remplacée par une casemate qui, on le suppose, surveille la sobriété des concerts donnés à l'intérieur. La libération de la ville verra la foule applaudir la destruction de la casemate au marteau-piqueur et la réinstallation de la statue du glorieux musicien liégeois. En 1967, le Théâtre de Liège devient officiellement l'Opéra Royal de Wallonie. Et le ballet apparaît dans la même année. Et sous la direction de Raymond Ressus, qui restera à sa tête jusqu'en 1992, le lieu devient un lieu de création emblématique pour la région et ses réalisations feront notre renommée. En 1999, le bâtiment est classé au patrimoine et en 2010 débute un grand chantier de restauration, ou plutôt de modernisation, très polémique. Oui, lequel s'achève par l'addition en hauteur d'une structure qui augmente les possibilités acoustiques et scénographiques de la cage de scène. Plusieurs éléments intérieurs ont été remis dans leur état d'origine, comme le grand escalier ou le foyer. Le plafond de la salle, peint en 1903, sans oublier la façade elle-même, qui a retrouvé sa blancheur d'antan. Au final, l'opéra liégeois prend place dans le cercle très restreint des meilleures salles lyriques du monde. Aujourd'hui, l'Opéra Royal est une entreprise regroupant plus de 200 personnes qui y travaillent tous les jours, dont 68 musiciens, 40 choristes, mais aussi des costumières, des machinistes, des menuisiers et bien d'autres encore. Tout un monde en miniature au service de la création artistique. Thank you.